Bon, alors je suis aux trois quarts de mon séjour pour de la réhabilitation à la clinique de la Nière. Je suis désolée, évidemment on est en forêt donc il y a plein de bruit partout. Donc je vérifie tout, toujours. Désolée pour ça. Ça se passe bien. Donc pour la récap, j'ai un syndrome d'air dans l'os qui est une maladie du tissu conjonctif qui touche à peu près tout. Mais grosso modo, je suis là-bas principalement pour de la rééducation physique parce que j'ai un vrai problème de tonus musculaire. Et moins il y a de muscles, plus il y a de risque de subluxation, voire de luxation dans ma maladie. Et j'ai assez de problèmes en fait, et ça m'arrive assez souvent. Donc momentanément, les douleurs sont pires pour que les crises aiguës dues à des luxations, subluxations soient moins fréquentes et que j'aille mieux plus tard. Donc voilà. C'est la troisième fois que je suis hospitalisée ici. La dernière fois c'était en 2020 et je crois que la première c'était en 2015. Et tout se passe ultra bien. Vraiment, tout le monde est très gentil, très pro. Et c'est ma meilleure hospitalisation en fait. Le problème que j'avais les autres fois, c'est que souvent on me définit un objectif, mais qu'on réévalue pas avec moi, savoir en fait si ça va. Et du coup, je vais masquer, et je vais dire que ça va, je vais faire de mon mieux, jusqu'au moment où ça ne va plus et où je fais des énormes crises et où je pleure et où je peux plus bouger pendant 3 jours. Tandis que le physio que j'ai désormais ici réévalue souvent, être sûr que ça va. Du coup, je peux lui dire, alors là où c'est censé faire mal, ça fait pas mal, par contre j'ai mal ailleurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Et il réévalue la situation avec moi régulièrement et du coup on peut adapter les exercices. Et c'est pour ça que ça se passe ultra bien. Il y a juste eu, je crois, un jour où j'ai quasiment pas fait d'exercice, mais en même temps c'était normal. Le jour d'avant j'ai fait une chute. Heureusement que des petits bobos. Vraiment j'ai très bien fait le taf. Donc pas d'entorse, pas de luxation, les blessures sont superficielles, donc principalement des bleus aux genoux. Et puis j'ai eu quelques égratignures aux mains, mais qui guérissent extrêmement bien. Et l'autre main, j'ai rien eu du tout parce que j'avais mes orthèses pour me protéger. Voilà, aussi une autre chose. Les orthèses, ça protège la base des luxations, subluxations, mais ça peut aussi protéger si vous vous cassez la figure en forêt. Petit tips. Bref. Du coup, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Ça me rassure aussi de voir à quel point j'ai pu faire des progrès, évoluer avec un bon contexte, avec une bonne prise en charge. Et c'est là où je vois où était vraiment le problème, parce que souvent je fais les efforts pour prouver en fait aux médecins ce qui marche ou ce qui marche pas, mais je fais vraiment mes efforts au maximum. Le problème, c'est que du coup, puisque je n'ai à la base qu'une demi-heure de physio par mois, on ne peut pas réévaluer la situation et corriger ce qui ne va pas pour faire en sorte que ça aille, justement. Tandis qu'ici, on peut. Donc, du coup, maintenant, je suis capable de marcher 2 fois plus longtemps, d'avoir 2 fois moins de problèmes dus aux exercices physiques. Il y a beaucoup de fatigue, par contre. Mais j'estime que je suis OK de prendre plus de médicaments, d'avoir un peu plus de douleur et d'avoir un peu plus de fatigue, si je suis capable de doubler la qualité des choses que je suis en train de faire, ou même la quantité. Donc du coup pour moi c'est ok, parce que à la rigueur si tout d'un coup il y a un problème, au moins c'est légitime, parce que les crises de douleur alors que j'ai strictement rien fait, c'est un peu frustrant. Et lors de cette hospitalisation, j'ai aussi surtout beaucoup plus appris et compris sur moi-même, sur tous les aspects, pas uniquement sur les aspects physiques, rééducation, tout ça, mais vraiment sur tout. Et ça me permet de comprendre beaucoup de mes difficultés, beaucoup mieux. Un des gros progrès que j'ai, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que déjà, c'est compliqué pour moi, l'alimentation en général. J'ai des troubles du comportement alimentaire qui sont un peu bizarres. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que peut-être c'est pas forcément toujours des troubles du comportement alimentaire, c'est des fois des troubles d'hypersensorialité, parce que j'ai un problème sensoriel qui fait qu'il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas manger, parce que j'ai un blocage, vraiment. J'ai une manière de manger d'instinct qui est particulière, donc quand je mange seule, c'est aussi pour ça que je préfère manger seule, je fais comme je veux, donc il n'y a pas de souci. Si je suis avec d'autres personnes, parce qu'il y a des codes sociaux, c'est très vite compliqué. Donc un exemple flagrant, dans un restaurant je ne vais jamais manger la salade. C'est pas parce que je n'aime pas la salade, c'est parce que j'ai un problème sensoriel avec la sauce, surtout si elle est blanche, et je trie la salade et je la mange feuille par feuille en fait.
C'est la meilleure manière pour moi de manger la salade. C'est comme ça que je me sens le mieux, que je la préfère et qu'il y a le moins de problèmes. Parce que des fois il y a des petits cailloux, des trucs comme ça et ça me crispe rien que d'y penser. Sauf que comme on ne peut pas faire ça dans un restaurant, parce que ce n'est pas approprié, et ben je ne vais pas le faire, donc je ne vais pas manger de la salade. Deuxième chose, au niveau des allergies alimentaires, il y en a finalement bien plus que ce que je pensais. Je voyais que j'avais souvent des réactions, j'avais pu clairement identifier la carotte et l'ananas. Maintenant, il y a aussi le fenouil, le céleri et la pomme. Et peut-être qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas identifiées. S'ajoute à ça, du coup, ce que je savais déjà de bien avant, le fait que les cacahuètes, je ne les supporte pas en grande quantité. Vraiment une toute petite quantité, ça va, mais une grosse quantité, ça va pas. Et pour une raison que j'ignore, mélanger des fruits et des laitages, ça me rend malade aussi. Du coup, je comprends un peu mieux des fois la déception que j'avais d'utiliser mon énergie, mes cuillères pour me faire à manger et d'avoir un échec critique parce que finalement j'avais des allergies ou j'avais des trucs comme ça. Et maintenant que j'ai aussi écarté beaucoup de ces aliments où j'ai vu que j'avais des réactions allergiques, et par là j'entends des fois la langue qui picote, des fois elle gonfle un peu et surtout beaucoup de marques rouges autour de la bouche après manger. Quand il y a des épices ou du poivre ou des trucs comme ça, je considère que c'est normal. Mais par exemple, quand j'ai mangé juste des carottes, je considère que c'est pas normal. Donc maintenant que j'ai écarté beaucoup de choses aussi, j'ai beaucoup moins de douleurs de ventre et un peu moins de remontée acide aussi. Donc c'est plutôt positif de ce côté-là. Parce que je pense aussi qu'il y avait peut-être des problèmes où ça affectait mon système digestif. Et comme ben, j'ai le CED et puis je prends beaucoup de médicaments et tout ça, je mettais tout de côté. Et en fait, peut-être que c'était des réactions allergiques. Des réactions allergiques mineures, certes, mais où ça affecte la qualité de vie et où du coup ça accroît les troubles du comportement alimentaire, les manies, ce genre de choses. Parlons de manies, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup plus ici. Mais je l'explique par le fait que quand je suis chez moi, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai de la phobie sociale et que je suis agoraphobe et que je veux tout le temps rester chez moi naturellement, c'est parce que chez moi je fais strictement ce que je veux sans m'inquiéter du regard des gens. Ici, des fois il y a des situations où il y a une extrême, par exemple, joie ou de l'anxiété ou des choses comme ça, et j'ai besoin de les exprimer physiquement en fait. Le problème, c'est que s'il y a des gens, je vais avoir beaucoup de peine à le faire et je vais me sentir coupable, j'ai l'impression d'être jugée ou qu'il y a des problèmes. La raison, je sais exactement laquelle c'est parce que ma sœur, quand elle était enfant, déjà elle stimait pas mal. Elle faisait pas mal de choses, notamment elle secouait la jambe, des fois elle secouait un bras. Après, il y a d'autres choses un peu plus violentes aussi qu'elle fait, je vais pas venir dessus. Et je voyais comment les gens la regardaient, la traitaient et faisaient des remarques sur elle. Et d'ailleurs, j'ai fait quelque chose que... Bon, j'étais enfant, donc je me le pardonne. Je pensais que c'était pour son bien, mais j'étais tout le temps en train de lui dire « Chut, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça ». Alors qu'en réalité, c'est justement parce qu'elle fait ça qu'après elle peut décharger ce qu'elle a et aller mieux. Donc, c'était une erreur de ma part, mais évidemment, je n'avais pas les ressources que j'ai aujourd'hui, donc voilà. Et comme ben, ici, j'ai une camarade de chambre qui est absolument géniale, il y a tout le temps des visites, des médecins, il y a beaucoup de monde, tout le temps, beaucoup de gens. J'ai pas d'autre moyen d'évacuer parce que je suis rarement seule en fait. Tandis que si je suis seule, si je bouge, si je fais des bruits bizarres, personne n'est là, personne ne sait, c'est comme si ça n'existait pas, tout le monde s'en fiche. Tandis que ici, eh ben, j'ai dû des fois me laisser aller à le faire. Parce que si je le fais pas et que je garde trop, en fait, je fais des crises en fait et je pleure. En fait, ces crises se manifestent souvent par des pleurs. Je pense que c'est parce que socialement c'est plus convenable. Quand j'étais enfant, je savais que, enfin, ma maman se rappellera. Quand j'étais très frustrée, je cassais tout, je criais, j'ai détruit ma chambre à plusieurs reprises. Je l'ai frappée aussi. J'étais un enfant absolument adorable, comme vous pouvez vous en douter, parce que je ne supportais pas la frustration. Et voilà, donc là, maintenant, j'ai vu aussi que des fois, si je réprimais mon envie de bouger comme ça ou de faire des petits bruits avec ma bouche, ce genre de choses, le deuxième truc qui vient juste après, en fait, c'est une envie vraiment très très forte de pleurer. Et je comprends maintenant beaucoup mieux pourquoi j'ai eu un diagnostic erroné de borderline, en fait, à l'époque, parce que je pleurais tout le temps. Mais
parce qu'en fait il y avait des gens et il n'y avait pas d'autre moyen d'évacuer ce que je vivais. Donc en tout cas c'est extrêmement intéressant parce que ça m'amène de plus en plus à me poser des questions par rapport aux neuroatypiques que j'ai. Je m'identifie régulièrement comme neuroatypique parce que officiellement je suis dyspraxique. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut remettre ça en question. Et la dyspraxie fait partie des neuroatypies. Par contre, j'ai des traits qui vont avec d'autres neuroatypies, et notamment des traits assez autistiques. Que voilà, mais je suis passée entre les gouttes à chaque fois que je l'ai mentionné parce que c'est pas très bien connu, puis que j'ai quand même été assignée fille à la naissance, donc les traits sont différents. À chaque fois on m'a dit non c'est pas ça, patati patata. Au départ on a essayé de me dire que c'était parce qu'en fait j'étais haut potentiel, ce que je ne suis pas du tout. Mon QI est tranquillou pilou, il va très très bien, je ne suis pas du tout haut potentiel. Donc voilà, on en est là. Là, j'ai eu l'information par une amie, il y a un spécialiste qui peut diagnostiquer l'autisme chez les adultes dans ma ville, ce que je ne savais pas avant. Donc, je pense pas pour l'instant que je vais faire les démarches parce que j'en ai pas réellement l'utilité à ce stade-là, puisque toutes les adaptations, je peux les avoir sous le profil de mon syndrome d'air dans l'os ou sous le profil de Cory bizarre de toute façon, donc on arrive à trouver des arrangements. Mais je garde ça dans un coin de ma tête avec les copies des autotests pour l'autisme que j'avais fait déjà de mon côté qui disent que ouais, probablement il y a quelque chose pour le jour où peut-être j'en aurai besoin. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est assez intéressant déjà de comprendre un peu mieux comment je fonctionne et de moins culpabiliser aussi. Même si bon, c'est toujours extrêmement difficile pour moi de le faire devant les gens. D'ailleurs, il y a des termes très validistes que j'utilise, comme des crises de stime, alors que le stime n'est... Enfin, tu le fais pas, enfin, c'est pas quelque chose de négatif en soi, et le fait que pour moi, uniquement je l'utilise avec le terme crise, ça montre quand même qu'il y a pas mal de validisme intériorisé. Mais voilà, ça c'est... je réalise de plus en plus que l'environnement dans lequel j'ai grandi, je pense notamment d'un côté de ma famille plus que de l'autre, puisqu'il y avait des jugements de ce qui était normal et de ce qui n'était pas normal, et que je voyais à quel point ma sœur était jugée par rapport à ce genre de choses, et ben inconsciemment j'ai masqué et pendant toute ma vie, et c'est aussi pour ça que pendant très longtemps je me disais j'ai beaucoup de traits autistiques, mais les traits extrêmement secondaires et on peut tout mettre sur le syndrome d'air dans l'os. Et plus ça va, et plus je me dis en plus c'est des comorbidités fréquentes, je sais pas. Donc probablement que je n'aurai jamais de réponse extrêmement claire de ce qui est peut-être du syndrome d'air dans l'os, ce qui est peut-être d'autre chose, de l'autisme ou d'autre chose en fait, hein. Et d'ailleurs je ne vais pas me labelliser autiste en ce moment parce que problème de légitimité tout ça. Par contre je pense que je peux éventuellement utiliser le terme de cousin autiste, même si c'est pas très utilisé en français, même en anglais c'est pas tellement utilisé en réalité, mais en gros c'est quand on a des vécus très similaires pour certaines raisons. Et du coup voilà, Alistair il me semble avait fait une vidéo sur le sujet une fois, donc si je la retrouve je la mettrai en description. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que à la base je suis venue que pour le physique, et finalement j'ai compris et découvert beaucoup plus de choses que prévu sur moi, donc c'est vraiment chouette. Il me reste encore une dizaine de jours ici, et ensuite je reviendrai à la maison, et je me réjouis quand même de rentrer, de retrouver mon chat, ma famille aussi accessoirement, parce que voilà, pareil que je les aime, mais c'est mon chat surtout qui me préoccupe, et du coup voilà. Mais tout ça pour dire que c'est très intéressant des fois, quand on n'est pas dans notre milieu de confort, de réaliser toutes ces choses qu'on arrive à gérer autrement quand on est seul. Et vraiment moi j'ai un peu ce truc de si personne ne voit, si personne ne sait, ça n'existe pas et tout va bien. Ce qui est une manière de me protéger, mais qui n'est pas forcément très saine. Donc ici ça m'a permis de me confronter à certaines choses, et surtout plutôt que de réagir fortement comme j'aurais pu le faire par rapport à l'époque en fait, avant de connaître et de comprendre beaucoup de choses. Maintenant je peux me poser la question de pourquoi, essayer de voir du coup ce qui marche et ce qui marche pas, et ce qui me fait du bien et ce qui me fait pas du bien, et ne plus me forcer à subir des situations déplaisantes pour ne pas avoir l'air bizarre. Je vais donner un exemple aussi. On a eu un concert
C'était mardi dernier, c'était très très chouette, il y avait de la flûte, je crois que c'était une petite guitare, je crois que ça s'appelle du Carvalho, me tapez pas, de la flûte de Pan, du piano, c'était beaucoup des musiques d'Amérique du Sud, vraiment très 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 chouette. Et j'étais la seule personne avec un casque anti-bruit. Et les gens du coup qui faisaient partie de mon groupe de physio qui étaient là aussi m'ont demandé le lendemain comment ça se fait que tu as mis un casque de musique pour aller écouter de la musique. J'ai dit non en fait c'est comme les casques de chantier pour couper le bruit parce que j'ai de l'hyper audition et comme ça j'ai pu bien profiter du concert sans avoir mal aux oreilles. Et pourtant même avec le casque je trouvais que c'était extrêmement fort. Et ma voisine de chambre qui officiellement n'a pas d'hypersensorialité, mais elle trouvait aussi que c'était trop fort. Par contre, toutes les autres personnes visiblement allaient très très bien. Donc là encore, quand on me pose ce genre de questions, sur le moment, je me sens oh, je suis la personne bizarre, je suis le weirdo, il y a un problème. Mais finalement, maintenant, je me rends compte de plus en plus, c'est oh ok. Donc la réaction en fait va très bien. Les gens ne vont pas critiquer ou juger ou de la même manière peut-être que quand j'étais enfant, ou peut-être uniquement comment j'imaginais. C'est possible aussi. Même chose quand on m'avait vu avec mes gants compressifs la première fois quand j'ai été faire la physio de groupe. Alors je l'avais pris sur l'humour parce que quand on m'a demandé ce que j'avais pour avoir des gants, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça. J'ai dit en fait, je fais croire que je suis handicapée mais je suis un super héros. Que des balles, pas regarder un peu confus. Je plaisante. En gros, j'ai une maladie du tissu conjonctif et ça peut toucher tout partout. Et le fait de mettre des gants, ça apaise la douleur et ça me permet de savoir où sont mes mains et du coup, je peux plus facilement rattraper des objets, ce genre de choses. À la physio de groupe aussi, très souvent, on nous donne des ballons pour faire des choses et il y a certains ballons que j'adore, que ce soit en termes de couleur ou de sensation quand je les touche et je suis souvent en train de tapoter mes doigts dessus. Et étant donné que je suis la personne la plus jeune de mon groupe et que toutes les autres personnes sont pour beaucoup des grands-mamans et des grands-papas, elles me regardent et ils me regardent avec, avec un peu un sourire en mode « Oh, c'est mignon, Cory est en train de s'amuser seule avec son ballon !» Et du coup, il n'y a plus du tout ce truc que peut-être soit je ressentais avec les autres adultes, soit avec les autres enfants, je ne sais pas exactement définir. Mais quand j'étais enfant, où du coup, dès qu'on me regardait, tout de suite, je devais me forcer à arrêter parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on me jugeait, qu'il y avait un problème. Tandis que maintenant, finalement, beaucoup de choses que je vais dire ou faire, ou même la manière de manger, ma voisine de chambre, elle trouve que c'est ultra chou, et puis elle est souvent en train de plaisanter. Et du coup, finalement, ça renverse complètement le stigma autour de choses que j'essayais de me forcer à ne pas faire devant les gens. Donc voilà. Est-ce que peut-être que tout cela va me permettre de guérir mon agoraphobie et que ça ira beaucoup mieux quand je rentre à la maison? Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des gros progrès. Et je vois aussi au niveau de la fatigue, par exemple quand on fait les marches groupées, on fait une marche groupée de 1 demi-heure, il y a des gens, il y a du monde, il y a du stress et des stimuli en plus. Je vais être beaucoup plus épuisée que si je fais maintenant une marche d'1 heure seule, où il y a que moi. Alors il y a les stimuli extérieurs bien sûr, parce que forêt, des animaux, il y a des vaches, il y a des poules, des trucs comme ça. Mais c'est pas la même chose, c'est pas la même socialisation et au final, hier c'est ce que j'ai fait, j'ai marché pendant 47 minutes et j'avais encore relativement beaucoup d'énergie et ça m'avait étonnée. Donc voilà, maintenant ça me permet d'identifier un peu mieux mes triggers, mes limites. Et par exemple, si un jour j'ai envie d'aller marcher mais que je sais qu'après j'ai d'autres choses à faire ou je vais devoir socialiser, peut-être choisir des heures où il y a un peu moins de gens dehors, choisir des endroits où il y a un peu moins de personnes aussi. Et comme ça, tout ira bien. Voilà, j'ai beaucoup parlé, ça va être très pénible à sous-titrer. Je vais regarder comment je peux faire. Mais ça vous donne un peu des nouvelles de ce qui s'est passé et de comment je me sens et que tout va très bien et même beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà. J'espère que de votre côté, ça va bien aussi. Sinon, pensez à prendre soin de vous, hein. C'est une bonne idée. Et puis voilà, s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai dit, parce que je sais que j'ai abordé plein de sujets, mais peut-être pas très en profondeur, s'il y a des choses qui font pas sens, n'hésitez pas à les poser en commentaire et après peut-être soit je vous réponds directement, soit si je vois que c'est quelque chose que je devrais creuser peut-être un peu plus profondément, je ferai des vidéos à côté sur le sujet. Je vous fais des gros becs et à bientôt. Bye!